Bienvenue sur Canada International. Au sommaire de ce 20h, le monde entier célèbre ce mardi la journée mondiale de la Terre. La Terre est malade de la tension que lui réserve l'homme, pourtant principal bénéficiaire du fruit de cette terre-là. Dans ce journal, Canada International ouvre le dossier. Grève dans les hôpitaux, la fièvre n'est pas encore tombée. Le niveau du mercure reste élevé. Les hommes en blouse n'ont pas encore repris le chemin du service. Et puis, sécurité transfrontalière, les experts de la CEAC réfléchissent depuis ce matin à Douala sur la lutte contre ce fléau. Bonsoir à tous. Ce mardi est consacré à la journée mondiale de la Terre, une occasion de grosses réflexions autour de l'exploitation des ressources naturelles. On a parlé également de la pollution et bien d'autres choses, car l'homme est au centre de la destruction de la planète. Le reportage de Lille Piédiou. La Terre est un organisme vivant. En ce moment, elle a de la fièvre à cause d'un virus appelé l'homme. En 30 ans, 30% des ressources naturelles de la planète et à peu près tous les écosystèmes planétaires sont en déclin. Ceci est dû par les actions menées par l'homme, notamment l'émission des gaz carboniques, la pollution, l'épuisement des ressources naturelles, l'érosion de la biodiversité, entre autres. Si rien n'est fait, d'ici à 40 ans, le bien-être de l'homme sera menacé. À l'occasion de la 44e édition de la journée consacrée à la Terre ce 22 avril, des mesures doivent être prises pour protéger l'environnement dominé par les activités humaines pour satisfaire une demande croissante de nourriture, d'eau douce, de bois, de fibres et d'énergie. Chérissons la Terre, c'est la seule que nous ayons, battons-nous pour elle. Avoir un lopin de terre dans la capitale économique n'est pas une sinécure avec l'explosion démographique. Le moindre espace, même dans les zones à risque, n'est pas à négliger. Regard sur cette situation dans la ville de Douala. Louis-Roger Noisieux, Jacques Simon. Des poteaux de support des câbles électriques et téléphoniques qui frisent les bâtiments ou encastrés dans des cases d'habitation. Des maisons construites sous des lignes de transport d'énergie électrique de haute tension ou dans des zones à risque, la moindre parcelle de terre à Douala n'est plus à négliger. Avec la démographie galopante et la quête permanente d'un toit à tout prix par les citoyens, ainsi que des espaces commerciaux par les opérateurs économiques, il n'y a plus d'espace à Douala. Les terrains stratégiques situés dans les grands carrefours, des grands boulevards, des grands quartiers résidentiels sont déjà des propriétés privées. C'est d'ailleurs ce qui justifie la destruction presque quotidienne des vieilles bâtisses au centre-ville pour laisser place à des buildings. Les terrains à Douala, ce n'est pas à la portée du petit Camerounais. Et la difficulté qu'il y a dans le secteur, c'est que c'est comme si tout Douala est déjà vendu à certaines personnes qui vendent à ceux qui veulent et au prix qu'ils veulent. Même les espaces administratifs ont été cédés à des privés, malheureusement, contre les terrains publics où, si demain il y a une école à construire, on ne pourra plus avoir à construire. Et donc, fatalement, ça se répercute sur les logements où les gens peuvent s'installer. Il n'y a plus de terrain. Donc les gens sont obligés maintenant d'aller vers les kilomètres 17. Et même là-bas, les gens ont acheté des terrains, des espaces, et on peut s'installer là-bas facilement. C'est pour ça que les terrains coûtent extrêmement cher maintenant à Douala, même dans les environs de Douala. Même dans les zones les plus reculées, non titrées, vous ne pouvez pas avoir les terrains à moins de 3 000 francs le mètre carré, non titrés. Dans ce commerce juteux de terrain, se retrouvent malheureusement des vendeurs et des marcheurs sans foi et sans scrupules qui vendent à 1, 2, 3, voire 4 clients le même terrain et bienvenue des interminables conflits et autres procès où certains acquéreurs floués y laissent le fruit de plusieurs années d'économie. C'est mieux d'enseigner, passer même par le cadastre, voir, essayer de voir même les environs, donc tes voisins afin d'acheter. Parce qu'il y a toujours les doubles ventes et il faut beaucoup se méfier.
C'est pour mettre un terme à cette vente anarchique de terrain que le gouverneur de la région littorale, Joseph Bettia Somon, est descendu le 26 mars dernier au lieu d'Iyabassi village, à 27 km de Douala, pour clore définitivement un débat au sujet de la ligne de démarcation du département du Vouri et du CAM. Un flou, source de conflits qui persistait et qui plongeait les usagers dans l'embarras total au moment de la demande d'immatriculation de leur terrain. Et puis la vague d'urbanisation que connaissent à récurrence les grandes villes entraîne les problèmes fonciers. On n'est plus surpris de nos jours de voir un litige avec au centre 2 titres fonciers. Clarence Yongo et Thierry Nana font état d'une situation désormais critique. Le titre foncier est le droit de propriété définitif sur un immeuble bâti ou non. Il garantit aux propriétaires une occupation permanente et durable. On ne doit jamais parler d'une vente sur un terrain qui n'est pas titré. Puisque quand ce n'est pas titré, là, ça ne t'appartient pas. Le titre foncier, c'est l'acte de naissance sur un terrain. Le titre foncier peut s'obtenir par immatriculation directe, morcellement, voie de concession, gré à gré ou héritage. Pourtant, chez nous, les acquéreurs de terrain ne s'en soucient pas véritablement. Pour eux, l'essentiel est de faire une bonne affaire. Quand on crée des lotissements, on laisse toujours les emprises des drains. Et l'emprise du drain dans un lotissement, c'est un domaine public. On ne doit pas vendre. Et quand vous venez maintenant bloquer ces emprises-là, un jour, même dans 10 ans, on doit toujours vous faire partie de là. Pour couronner le tout, on a souvent vu le titre foncier, document qui garantit, sécurise et protège le droit du propriétaire, être délivré à 2 individus pour un même terrain. On peut avoir 2 titres fonciers sur un même terrain. La faute peut être la faute de l'usager même, comme la faute peut être la faute de l'administration. Mais en principe, quand il y a 2 titres fonciers sur un même terrain, on doit annuler les 2 et créer une commission pour voir clair. Aujourd'hui, le titre foncier, considéré au départ comme document intangible et inattaquable, se trouve parfois fragilisé et vulnérable. Diagnostic de la criminalité et de la sécurité frontalière en Afrique centrale. C'est le thème d'une rencontre qui s'est ouverte ce matin par les experts de la CEAC dans le but de combattre les criminels qui opèrent d'un pays à l'autre dans la sous-région. Le compte rendu de Jean-Christian Akam. Enlèvement d'otages, embuscade le long des axes routiers, trafic de drogue, blanchiment d'argent, trafic frontalier des véhicules volés. La criminalité transfrontalière se décline en plusieurs axes en Afrique centrale. Aidée par la modernisation de la technologie, des criminels enjambent aisément les limites des États. La CAC veut poser un diagnostic approfondi à ce phénomène. On ne peut pas proposer un médicament si on ne connaît pas la maladie. Alors c'est pour avoir toutes les formes de criminalité, savoir quels sont les auteurs, les profils des auteurs, le mode opératoire que nous organisons ce genre de Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, Sao Tomé et Principe ont leurs experts à cet atelier de Douala. Du 22 au 24 avril courant, l'audit atelier ratifie les instruments juridiques, recense aussi les formes de criminalité transnationale avant toute réponse appropriée. Les Nations Unies, vous le savez, sont toujours prêts pour venir à l'appui des États et à l'appui des organisations sous-régionales comme la CEAC. Président de cette cérémonie d'ouverture, le représentant du délégué général à la Sûreté nationale camerounaise marque la détermination des États de la CAC à apporter une réponse normative, organique et opérationnelle à la criminalité internationale. Et puis restons dans le sillage de la sécurisation dans le golfe de Guinée. Les experts sont en conclave, mais cette fois dans la ville de Yaoundé pour trouver des stratégies pour sécuriser cette zone. On en parle avec Ebel Olinga dans ce journal. Bonsoir Ebel. Bonsoir Cathy Touloué-Langa, bienvenue à Yaoundé. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Effectivement, Yaoundé abrite depuis ce matin, et ce jusqu'au 26 avril prochain, une retraite séquentielle d'études, de conception et de rédaction du document du groupe interrégional de travail.
Il est question d'élaborer des textes organiques du Centre interrégional de sécurité maritime du Golfe de Guinée. Jackson Bozor, c'est Jalen Zibou. Le faible contrôle des espaces maritimes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale n'est pas sans conséquences. Il est bon de remarquer que nous perdons en termes de revenus plusieurs centaines de milliards de dollars depuis les indépendances. Pour les États partenaires techniques, il y a urgence. Si la liberté de naviguer n'est plus assurée dans vos eaux et dans les eaux internationales qui les bordent, nos armateurs, nos marins, nos industriels et les vôtres auront de plus en plus de difficultés à commercer. Les membres du groupe interrégional de travail réunis à Yaoundé ont du pain sur la planche. Élaborer des textes organiques du Centre interrégional de coordination. La première séquence de ce forum d'études, de conception et de rédaction qui s'ouvre aujourd'hui participe donc de l'engagement résolu de nos États d'engager des actions concertées pour une plus grande efficacité dans la lutte contre la piraterie maritime, les vols à main armée et autres actes illicites commis en mer. CEDEAO, CEAC et partenaires techniques déterminés à endiguer le fléau. Nous apporterons donc très spécifiquement notre soutien politique et diplomatique pour que les bureaux centraux, régionaux et nationaux d'Interpol dans le golfe de Guinée soient renforcés. Nos pays n'ont en effet pas d'autre choix que celui de conduire et de faire aboutir une réflexion commune. Aux Nations Unies, le cas du Cameroun fait école. Une capacité d'intervention adaptée et durable, à l'image de ce qui a été initié au Cameroun avec le pays. La requête de Yaoundé traduit la volonté des uns et des autres de passer des paroles aux actes. Sur le plan international également, la 15e session du conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications se tient depuis ce jour à Yaoundé. 19 pays d'Afrique prennent part à ces travaux d'envergure. Reportage. C'est une session du conseil d'administration bien singulière qui réunit depuis ce 22 avril 2014 ici à Yaoundé 19 pays membres de l'Union africaine des télécommunications. C'est des travaux préliminaires déjà à la prochaine conférence plénipotentiaire de l'UAT elle-même qui aura lieu à Harare du 4 au 11 juillet. Donc tout l'agenda sera préparé au niveau de cette conférence, mais aussi un programme de plan stratégique 2015-2018 sera élaboré tout en adoptant le programme de budget de l'année 2014-2015. Donc voilà en bref ce qu'on attend de la sortie de la réunion de Cameroun. Plus qu'un honneur, la tenue dans notre pays de ces assises de l'Union africaine des télécommunications vient conforter le Cameroun dans sa place de pôle essentiel de la sous-région en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Cameroun est en train de se positionner comme un hub parce que, comme vous le savez, nous avons déjà signé des accords d'interconnexion de nos réseaux de télécommunications avec la République sœur du Tchad. Et nous sommes actuellement dans une politique d'interconnexion de tous les autres pays d'Afrique centrale. Créée en 1977 et transformée en 1999, l'Union africaine des télécommunications UAT est un cadre approprié pour formuler des politiques et des stratégies efficaces visant l'amélioration de l'accès aux infrastructures et aux services de l'information. En santé, le calme s'installe progressivement dans les hôpitaux publics de la capitale politique du Cameroun. La concertation entre le ministère de la Santé publique et les représentants des syndicats des personnels en grève a quelque peu mis un bémol sur le mouvement d'humeur entamé hier, même si à l'hôpital central de Yaoundé, la fièvre des revendications persiste. Karel Mezatia, Serge Alenzi. C'est terminé la grogne. Les personnels de santé des hôpitaux publics ont révisé leur batterie lundi soir après une concertation qui a réuni le ministre de la Santé publique, les autres administrations publiques, les syndicats et les acteurs du secteur de la santé. Après la rencontre, le ministre leur a promis de poursuivre le plaidoyer et la mise en œuvre du plan de recrutement du MinSanté
pour combler les besoins en personnel de santé dans les hôpitaux publics. Le ministre a en outre instruit les directeurs généraux des hôpitaux de première catégorie un plan d'activement des arriérés de quote-part et d'avancement, entre autres. À l'hôpital central ce matin, la fièvre n'est pas totalement tombée. La grève continue puisqu'on attend notre président pour qu'il vienne nous dire si le mot d'ordre de grève est véritablement levé. Nous voulons du concret, vraiment que ce soit signé. Il n'y a pas de matériel. Nous sommes exposés, nos vies sont exposées. Je gère moi ces 40 malades en une nuit. Et pour combien? Pour 40 000 francs le mois. À l'intérieur, la situation est redevenue calme. Le directeur fait la ronde afin de se rassurer que tout se déroule dans de bonnes conditions. Le travail marche normalement depuis hier à l'hôpital central. Les équipes de soins sont là, les malades sont bien suivis, il n'y a pas de problème. Donc le mot d'ordre a été levé. Donc le travail continue normalement. Un avis que ne partage certainement pas tout le personnel. En économie, des intervenants dans la chaîne d'exécution du budget d'affectation spéciale à l'école des procédures budgétaires. Un atelier de remise à niveau de ces acteurs se tient depuis ce 22 avril 2014 à Yaoundé. Reportage. Corriger les multiples irrégularités constatées dans la gestion des comptes d'affectation spéciaux et s'approprier des principes directeurs en matière de gestion budgétaire et comptable, voilà les raisons qui justifient la présence de ces intervenants dans la gestion des comptes d'affectation à cet atelier organisé par le ministère des Finances. Il y a un déficit de professionnalisme et un déficit de maîtrise des techniques. Donc on a pensé que ce séminaire permet de les mettre à niveau et nous amène à mieux gérer ces fonds qui sont quand même importants. Et c'est des fonds qui permettent de réaliser des dépenses un peu plus rapidement que dans le budget traditionnel. Le séminaire qui réunit ces ordonnateurs, contrôleurs financiers et comptables publics est une mise à niveau qui doit aboutir au respect et à la maîtrise des procédures des comptes d'affectation spéciaux. Progressivement, il est question de mettre cette réforme en œuvre et de former tous les acteurs. Et cette formation est graduelle, elle est programmée, elle concerne la plupart des acteurs. Donc ce que nous faisons là relève de ce que nous appelons la vulgarisation de la réforme. L'objectif recherché ici est la gestion des comptes en conformité avec les exigences du régime financier de l'État. Et la suite du journal, c'est à Douala avec vous, Cathy Touloué-Langa. Merci Ebel Olinga. Nous poursuivons ce journal avec ce phénomène. Le réchauffement climatique est une réalité dans la région du Nord Cameroun. Les effets sont de plus en plus dévastateurs ces 3 derniers mois. État des lieux sur le phénomène au quotidien. Samira Téné, Adamou Salio. Les populations de Garoua dans le Nord Cameroun subissent les affres du réchauffement climatique. Depuis 3 mois, un climat de GN y sévit au quotidien avec des pics de canicule jamais connus de mémoire d'environnementalistes. Nous avons des paramètres comme la baisse de la pluviométrie, due surtout à l'absence de certaines plantes par la création des champs. On abat les arbres et ces arbres ont vraiment des effets très importants pour ce changement climatique. L'éventail à la main, la ménagère ne sait plus à quel sein se vouer. Malgré l'usage du ventilateur, les personnes âgées et les enfants souffrent le martyre. Beaucoup choisissent d'ailleurs de dormir à la belle étoile. Même le fleuve Benoué, qui entoure la ville, a subi l'impact de ce phénomène. Le voici en septembre et au même endroit, ce mois d'avril, on constate que 60% de son lit a été asséché. Malgré les efforts du gouvernement du Cameroun, qui a mis en place un comité de lutte contre la sécheresse nommé Sahel Vert, aucune avancée palpable n'est relevée sur le terrain. Pire, les sommes allouées à ce comité au titre du budget d'investissement donnent le vertige. En 2010, 519 millions. En 2014, le même budget a été reconduit avec un rajout de 93 millions au titre du fonctionnement. Et toujours, aucune action concrète. Tirer la sonnette d'alarme ne serait pas superflu car le désert continue sa marche funeste. Toujours dans le Nord, le secrétaire d'État à la Santé, Alim Ayatou, a présidé une séance de travail à Garoua sur la situation épidémiologique et le point sur la situation du choléra à Touboro.
Le programme Eau Climat Développement multiplie les actions en faveur de la sécurité en eau. Le séminaire s'est ouvert ce matin en faveur du renforcement des capacités en eau et la résilience climatique. Le but étant de promouvoir l'eau comme clé du développement durable. Reportage. Le Cameroun n'a pas de problème de disponibilité en eau, même s'il fait face à la réduction quantitative de ce précieux liquide. C'est l'une des principales déclarations du programme Eau Climat Développement, encore appelé WACDEP. En conférence sur la sécurité en eau à Douala, les assises ont découlé de la conférence des ministres africains de l'eau qui s'est tenue il y a quelque temps. Le programme vise donc à aider les pays à intégrer la sécurité en eau dans leur programme de développement ainsi que la résilience au changement climatique. L'eau est l'élément clé pour le développement durable. À partir du moment où les uns et les autres auront pris conscience de l'importance de l'eau dans le développement, nous pensons qu'ils pourront être portés à programmer, à planifier des activités, des actions ou des investissements dans leur budget, dans leur plan d'action. Plusieurs défis interpellent cette organisation, notamment l'intégration de la politique hydrique dans les programmes de développement. C'est d'ailleurs en cela que le programme WACDEP voudrait intégrer la problématique des écosystèmes. On évoque par ailleurs la sécheresse, les inondations, la remontée de la salinité qui est actuellement à 30% sur le fleuve Japoma. Il est également important à travers ce programme de développer des stratégies de financement à travers le concept avec ou sans regret. La sécurité en eau implique une quantité et une qualité suffisantes pour garantir la santé et les moyens de subsistance. Au registre des faits de société, un vaste réseau de présumés malfrats vient d'être démantelé par les éléments de la 2e région de gendarmerie du littoral. Ils étaient spécialisés dans l'imposture. Ils ont été présentés à la presse ce matin. Guy-Patrick Dika, Thierry Nana. Situé en plein cœur d'Akwa Douala, la rue du bureau de transport est depuis quelque temps un lieu devenu tristement célèbre pour l'établissement des fausses cartes grises et autres documents administratifs, d'après les sources officielles. Fort de ce constat, la 2e région de gendarmerie du littoral, avec ses différentes composantes, ont démantelé ce mardi un vaste réseau de présumés faussaires. Aujourd'hui, cet après-midi, nous y sommes allés et nous avons eu la chance de retrouver une bonne partie de tous ces faussaires qui créent, vous en doutez, un manque à gagner énorme dans notre économie. La forte équipe conduite par le colonel Robert Pilot, commandant de la 2e région de gendarmerie du littoral, sud-ouest, nord-ouest et ouest, a pu mettre la main sur un important matériel permettant à ces présumés faussaires de mener à bien leur besogne. L'on peut apercevoir des documents signés mais vierges. Ceci laisse entrevoir que le réseau bénéficie du soutien des personnes ressources pour établir frauduleusement ces papiers, d'où le manque à gagner sur le plan économique. Pour un problème de carte grise, pour un problème de permis de conduire, pour un problème de certificat de perte, on peut vous les établir sur place et vous les présenter comme vrais alors que c'est des faux documents. Cette haute action est sous instruction de la haute hiérarchie de cette unité visant à assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Un mot de culture dans ce journal. Une troupe d'acteurs de cinéma vient de fouler le sol camerounais en raison de la tournée promotionnelle africaine de leur nouvelle série intitulée Aimer malgré lui. C'est une série réalisée par Didier Ndenga qui compte 42 épisodes tournés à Bangui et à Paris. Julio Trésor Tanon, Marius Cossu. Amanda dit qu'on n'est pas frères et sœurs. Quoi? Et qu'elle pense que le meilleur moyen de le savoir, c'est de faire des tests ADN. Test ADN? Elle, c'est Abi Touré, actrice principale et productrice de la nouvelle série Aimer malgré lui. Lui, c'est Réré Boul et les 2 acteurs figurent en tête d'affiche. Ils sont au Cameroun depuis ce matin en compagnie d'Émile Abosolombo, acteur-écrivain camerounais, et du réalisateur Didier Ndenga, aussi connu pour avoir réalisé de nombreux clips des stars de la musique ainsi que les grands concerts au Zénith de Paris. Mais malgré lui, on est là maintenant au Cameroun. On a déjà fait Brazzaville et Kinshasa et Lubumbashi et là maintenant on est au Cameroun.
Pendant leur séjour au Cameroun, ils vont échanger avec les hommes de médias au sujet de la série Aimer malgré lui, dans l'espoir de trouver des sponsors et des potentiels diffuseurs. La série télé tournée entre Paris et Bangui compte 42 épisodes de 26 minutes et existe aussi en format 42 minutes. Qu'est-ce qui t'emmène par ici? Je voulais t'inviter à déjeuner. Il est 9h30, Roger. Tu crois? En attendant d'en savoir plus lors de la conférence de presse prévue demain, la troupe d'acteurs quitte le Cameroun dès le 27 avril prochain. Sport de combat, dans ce journal, le Cameroun est depuis quelques jours le leader de la sous-région en taekwondo, un sac remporté au tournoi organisé à N'Djamena au Tchad. Ebel Olinga. Participation honorable pour les Lions indomptables du taekwondo au tournoi de la sous-région en N'Djamena au Tchad. Je vais rappeler rapidement que le taekwondo dans la sous-région Afrique centrale est bien élevé. Pourquoi? Parce que vous avez tout près au Gabon un champion du monde, un vice-champion des Jeux Olympiques à la personne de Anthony Obama. Je crois que pour une fois, le Cameroun se doit d'être fier de ses enfants parlant du taekwondo, parce qu'ils ont bataillé très très dur pour pouvoir remporter ces 4 médailles en or. 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Voilà les lauriers glanés par les ambassadeurs du Cameroun du taekwondo. Le niveau de la compétition était très relevé. Le niveau de la compétition était largement au-dessus de ce que nous avons espéré au départ. Et tout s'est très bien passé. C'était pas facile déjà, mais avec la préparation qu'on a eue, avec le soutien surtout du gouvernement et de nos coachs, les encadreurs techniques, bon, on est allé et on s'est donné à fond. Avec les résultats qu'on a eus, ça va vraiment nous booster. Avec les nouvelles médailles remportées en N'Djamena, le Cameroun reprend sa place de leader de la sous-région en taekwondo, une place perdue en 2010 face au Gabon. Et toujours en sport, volleyball, les quarts de finale du championnat d'Afrique des clubs champions de volleyball dames se jouent demain. INJS de Yaoundé affronte Parline du Kenya, tandis que FAP affronte Carthage de Tunis, le club hôte de la compétition. Notons que c'est le Kenya qui règne depuis 4 ans sur le championnat africain des clubs champions de volleyball dames en Afrique. Et au-delà de nos frontières, crise centrafricaine, la région de Boda, aux mains des anti-Balaka, un groupe nouvellement créé au rang desquels les anciens mineurs qui sèment la panique avec à leur actif la mort de plusieurs musulmans. Bernard à Paris, ITV. Le capitaine Jérémy descend entouré de ses hommes. Ils sont tous creuseurs dans les mines de diamants comme lui, ou petits commerçants. Devenus anti-Balaka pour combattre la rébellion Séléka venue du nord. Il contrôle désormais le secteur Maoro de Boda. Gris-gris et machette en évidence. Il menace et exige le départ des musulmans. 10 à 14 000 pris au piège dans la ville. Derrière le folklore, déjà beaucoup de sang versé. Ce qui a mené à cette guerre aujourd'hui à Boda, c'est la responsabilité des Séléka, qui ont pris la totalité du pouvoir. Ces musulmans ont distribué des armes à leurs frères d'ici, qui les ont tournées contre les chrétiens. Le départ des rebelles Séléka le 28 janvier a donné le signal de l'embrasement entre les communautés. Ici, le quartier chrétien, ce qu'il en reste. La population s'est réfugiée à la paroisse Saint-Michel, près de 9000 déplacés. Au gré des rumeurs, de l'insécurité ou de la peur, beaucoup préfèrent repartir en brousse, malgré la saison des pluies. L'avenir est incertain, le passé bouleversé. Auparavant, on vivait en symbiose avec les musulmans et tout le monde. Même ces musulmans sont venus épouser même nos sœurs, nos tantes et consorts. Nous avons des cousins, même d'autres sont avec nous actuellement dans le site. Vous pensez que c'est possible de revivre ensemble? Maintenant, c'est impossible. Je dis bien impossible avec un I majuscule. Même pour emprunter la route qui traverse le quartier musulman, transporteurs comme passagers préfèrent attendre la protection des soldats français. Sans les Sangaris, on ne peut pas traverser. On veut que les Sangaris traversent le monde, rien que le quartier musulman. Après le quartier musulman, allant vers Bangui, on va trouver que des frères centrafricains. Même vu quoi, on va discuter entre nous, on peut s'attendre.
Ici, la haine a tout figé. La cour de récréation est devenue un marché, les administrations, les centres de santé sont à l'abandon et les écoles désespérément vides. Je suis là pour les tout petits et qu'ils ne sont pas encore encadrés, éduqués, ça me fait trop de soucis. Et donc, et les parents toujours, quand on leur demande de libérer leurs enfants pour venir à l'école, ils disent que d'autant plus que les musulmans sont là, ils ne peuvent pas lâcher les enfants. Et sur les murs de Boda dévastés, les dessins d'enfants laissent mal augurer de l'avenir. Ce journal s'achève. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à partir de 22h15 l'émission Tous à l'antenne autour du thème expropriation et déguerpissement. Restez sur Canada International. À demain, 20h.